Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances dans le sud, les champs de lavande ou de lavandin enchantent les paysages de leurs couleurs et de leurs senteurs environnantes. Il est possible, une fois la rentrée effectuée et la grisaille retrouvée, de prolonger un peu ces sensations estivales en achetant quelques produits dérivés. La filière est malheureusement en souffrance depuis quelques années, devant faire face à un retournement des marchés, à une baisse de consommation mondiale et à la concurrence internationale. Les chambres d'agriculture accompagnent les producteurs à la fois techniquement, mais aussi sur le stockage pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Le point avec Cédric Yvain, conseiller à la Chambre d'agriculture de la Drôme. Alors bonjour, je m'appelle Cédric Yvain, je suis conseiller en PAM. Donc les PAM, c'est les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Je suis à la Chambre d'agriculture de la Drôme et je suis spécialisé sur cette filière. Je fais donc du conseil technique aux producteurs de PAM. Donc c'est principalement des lavandiculteurs chez nous, mais pas que. On a plein d'autres espèces, hein, du thym, du romarin, du basilic, du persil, du fenouil, etc. Je fais aussi du conseil pour ceux qui veulent s'installer, que ce soit en petite surface, vente en circuit court ou surface plus importante mécanisée. Je suis référent régional PAM Bio pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et je m'occupe aussi du pôle PAM du salon Tech et Bio. Donc voilà mes principales missions. Donc là, nous allons parler plus spécifiquement de la culture de lavande et de lavandin. Est-ce que vous pouvez nous en faire un panorama au niveau national? Alors, au niveau national, on a à peu près, grosso modo, 30 000 hectares en tout de lavande lavandin. Je crois qu'il doit y avoir 8 000 de lavande et 22 000 de lavandin. Donc, les cultures sont essentiellement dans le sud-est, sur des départements qui sont producteurs historiques. Donc, la Drôme, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, un petit bout d'Ardèche, un petit bout de Hautes-Alpes. Et il y a d'autres bassins, plus en Occitanie, et récemment, il y a eu des bassins de plantation, même dans la Beauce, ou en Eure-et-Loir, par là. Mais ça reste des cultures qui sont majoritairement cultivées dans le sud-est de la France. Quelle est la typologie des producteurs? Est-ce que c'est une culture de diversification à côté d'autres cultures ou est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement spécialisés dans cette culture? Alors, la grande majorité des producteurs sont diversifiés. Ils ont tous d'autres cultures à côté, comme des grandes cultures ou des prairies, ne serait-ce que pour faire des rotations. Donc, par exemple, en montagne, ils ont du petit épeautre de Haute-Provence, et d'autres ont un peu d'élevage, d'autres ont de l'arboriculture. Après, il y a quelques rares producteurs qui sont spécialisés, on va dire, lavande, mais ça, c'est une minorité. Est-ce que la culture de lavande et lavandin est pérenne? C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a planté, c'est à vie ou est-ce qu'il y a une durée d'exploitation et une rotation à effectuer? Alors, on est en culture pérenne. Normalement, on plante et ça dure 10-12 ans. Voilà, c'est à peu près ce qui était la norme il y a quelques années. Actuellement, c'est compliqué de garder les cultures au-delà de 5 ans parce qu'il y a le changement climatique, parce qu'il y a des ravageurs, des maladies. Voilà, tous ces phénomènes se cumulent pour compliquer la culture et faire que la durée de vie dure moins longtemps. Mais historiquement, c'était au moins 10 ans. Et après, il y avait des rotations avec soit du sainfoin, soit du petit épaule, soit des céréales, du blé dur par exemple, du colza. Voilà. Ce sont des exploitations grandes ou ce sont de petites cultures à côté d'autres cultures ou élevages? Alors, majoritairement, on va dire, ce sont des petites exploitations qui ont peut-être, je sais pas, 50, 60 hectares, avec de la lavande, un petit peu d'élevage, un petit peu d'arboriculture, un peu de vigne. On peut avoir quand même, dans certains cas, des grandes exploitations. On peut retrouver sur les plateaux de Valençol, notamment, un petit peu plateau de Sceaux,
où là, on va avoir des exploitations qui peuvent avoir voilà, 200, 300 hectares, et parmi ces 300 hectares, il va y avoir voilà, 100 hectares de lavandin, voire certains moins de 200. Et c'est rare. Les exploitations ultra spécialisées font souvent de la prestation de récolte aussi pour d'autres, puisqu'ils ont investi dans des machines de récolte, voire même des distilleries. Mais ça reste minoritaire. Alors, justement, au niveau des distilleries, est-ce que chaque exploitation distille elle-même ou est-ce que c'est un maillon de la filière et livre à des distilleurs? Alors non, chaque producteur ne distille pas lui-même parce que c'est quand même des outils qui coûtent cher, et en plus, quand c'est des distilleries à vendre, elles ne tournent pas toute l'année, donc l'amortissement est pas forcément facile à avoir. Donc soit il y a des cumas de distillation où les producteurs se regroupent en cumas pour mutualiser l'outil, ou soit c'est des prestataires de services qui ont la distillerie et qui font la distillation en prestation. Et alors, vous avez évoqué la pression sanitaire. Quels sont justement les ravageurs, les maladies auxquelles les producteurs doivent faire face? Alors, il y a une maladie que j'ai envie de dire historique qui s'appelle le dépérissement de la lavande et du lavandin, qui, on le sait depuis quelques années, est causé par le phytoplasme du stolbur. Donc, c'est une sorte de bactérie qui va faire des problèmes de circulation de sève, faire que les plants jaunissent et finissent par devenir chétifs et par mourir. Donc ça, c'est plus ou moins impactant selon les années, mais ça reste toujours présent. Et à cela s'ajoutent des problèmes de ravageurs, donc il y a la cécidomie, qui est une toute petite mouche qui va pondre sous l'écorce, et ce qui va causer des dégâts, c'est l'asticot, qui en piquant va sucer de la sève, mais la salive est toxique et ça va faire des nécroses, et progressivement ça va faire sécher des rameaux. Et voilà, d'année en année, on a des pertes de rameaux, donc de rendement, et puis donc des baisses de la durée de vie des parcelles. Donc ça, c'est un ravageur qui est de plus en plus problématique. On a aussi eu des chenilles de noctuelles. Là, il y a eu un gros épisode terrible d'attaque de noctuelles en 2023, avec presque pas toutes les parcelles, mais quasiment toutes les parcelles touchées. Et c'est des chenilles qui sont actives la nuit quand elles sont petites, et elles finissent par devenir très grosses, faire presque 5 cm de long, et à la fin, elles montent sur la tige et elles mangent que les fleurs. Donc elles peuvent en 4-5 jours ruiner complètement une parcelle. Et ça, c'était des choses qu'on voyait tous les 5 ans, et là, on commence à voir ça tous les ans. Donc on pense que c'est le changement climatique qui fait que ce ravageur est de plus en plus présent. Donc ça rajoute une complexité encore pour les producteurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama un peu des débouchés de la commercialisation des produits lavande et lavandin? Quels sont les principaux acheteurs? Est-ce que ce sont des gros industriels? Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes à la ferme? Comment ça se passe? Alors, il y a de la vente à la ferme parce que c'est des régions très touristiques l'été. Donc, il y a de la vente à la ferme en direct, mais ça représente pas des gros volumes. Le gros des volumes est vendu. Alors, pour le lavandin, ça part chez des lessiviers qui vont en mettre dans les lessives, un petit peu dans les savons aussi. Donc là, c'est des gros industriels lessiviers, des clients finaux. Pour la lavande, on va avoir comme clients finaux des parfumeurs qui vont utiliser l'huile essentielle dans leur parfum. On a une partie aussi des débouchés qui est l'aromathérapie. C'est fait pour soulager tout ce qui est piqûres d'insectes, par exemple. Il y a aussi des propriétés anti-stress, donc ça favorise l'endormissement. Puis comme je vous disais, une toute petite partie de la production qui peut partir en bouquet sec, de lavande, et fleurs séchées pour les peaux pourries, voire même depuis quelques années, c'est utilisé pour remplacer le riz lors des mariages. Comme ça, les jeunes mariés, au lieu de jeter du riz, ils jettent des fleurs de lavande. En termes justement de marché et de vente, est-ce que donc c'est une production qui est actuellement rentable et à quel défi économique est-elle soumise?
Alors la production a historiquement toujours été cyclique avec, voilà, des bonnes années, des mauvaises années. Là, on est vraiment dans un contexte très difficile depuis 2019 où en fait avant, il manquait de l'huile essentielle, donc le prix était très haut. Ça s'est su, il y a eu beaucoup, beaucoup de plantations et là maintenant, on est dans un phénomène inverse de surproduction. En plus, il y a eu une baisse de la consommation mondiale d'huile essentielle. Donc, entre autres aux États-Unis, où les États-Unis sont un client important de la filière et consomment beaucoup moins d'huile essentielle. Donc là, on a moins de consommation, beaucoup de stock, ce qui fait que les marchés sont très compliqués, les prix d'achat sont très bas et inférieurs au prix de revient pour le producteur. Donc là, c'est très dur, hein. Les producteurs, ils stockent et ils essaient de faire le dos rond et là, on est rentré dans une phase d'arrachage. Quand les producteurs n'ont pas vendu depuis 1 an, 2 ans, ils arrachent, hein. Et malheureusement, c'est une phase indispensable pour assainir la filière. Il faut qu'il y ait des arrachages et il faut qu'on épure les stocks, quoi. C'est le seul moyen de faire remonter les prix. Donc là, ouais, contexte très difficile en ce moment. Et est-ce qu'il y a une concurrence internationale d'autres producteurs? Oui, tout à fait. Il y a une concurrence historique de la Bulgarie sur la lavande. Donc eux, ils ont fait un peu comme nous, hein. Quand les prix étaient très bons, ils ont beaucoup planté et en plus, ils ont des sols très profonds avec des terres noires et ils ont beaucoup produit. Bon, là, ils sont dans la même situation que la France, hein. Ils ont arraché beaucoup, ils ont stocké et là, ils essaient de brader leurs huiles essentielles. Donc là, il y a la concurrence de la Bulgarie pour la lavande et en lavandin, on a une concurrence qui s'est accrue au fil des ans de l'Espagne, même l'Europe de l'Est aussi, la Grèce, la Turquie. Voilà, c'est des pays qui sont un peu plus récemment rentrés dans la production, mais qui nous font aussi du tort parce que bon, ils sont sur des produits moins chers que l'essentiel française et donc pas forcément d'aussi bonne qualité, mais moins cher. Comment est-ce que la chambre d'agriculture accompagne les producteurs, tant d'un point de vue technique que peut-être autre? Alors nous, déjà, on informe tous ceux qui ont envie de planter du lavande et du lavandin de la situation du marché. C'est vrai que c'est des plantes qui font rêver et qui donnent envie, qui sur le papier semblent très intéressantes parce que c'est des plantes qui consomment pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'intrants, qui semblent adaptées au changement climatique. Donc il y a pas mal de gens qui, par diversification, ont eu l'idée de planter ou qui veulent planter de la lavande et du lavandin. Et j'ai envie de dire dans presque toute la France. Donc nous déjà, on les informe que le contexte est très morose et qu'il ne faut pas y aller en ce moment. Ensuite, pour les producteurs qui sont dans les zones historiques, on essaie de les aider tant qu'on peut parce que c'est pas simple. Pour tout ce qui est ravageur, on fait des réseaux de piégeage pour les avertir. Quand il y a par exemple, on fait du piégeage de papillons. Dès qu'on a un pic, on les prévient et pour qu'ils anticipent l'apparition des chenilles noctuelles, par exemple. On essaie de les aider sur ce qui est qualité des huiles essentielles, avoir une meilleure qualité d'huile du champ à la distillerie et jusqu'au stockage d'huile parce que là en ce moment il faut stocker et essayer d'avoir une qualité qui soit la meilleure possible et qui se garde dans le temps jusqu'à ce que le marché aille mieux. Donc là, on fait des formations et on fait de l'appui technique aussi en bio ou en conventionnel pour aider les producteurs à choisir les bonnes variétés, celles qui résistent le mieux. Voilà, on les conseille sur tout ce qui est désherbage mécanique, les couverts végétaux interrants. On essaie de promouvoir cette technique qui est encore assez récente dans la filière alors qu'elle est pratiquée en viti et en arbo depuis longtemps. Donc on essaie de les accompagner sur tous ces volets techniques. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont effectuées sur des variétés moins sensibles aux maladies ou plus résistantes au changement climatique? Est-ce qu'il y a un endroit où ça se fait? Eh ben, oui, on fait de la recherche variétale et de la sélection variétale. On fait pas ça tout seul, on fait ça avec l'ITEPMAI, qui est l'Institut technique de la filière, et le CRIEPAM, qui est un centre technique spécialisé PAM méditerranéenne, qui est basé à Manosque. Donc on travaille en réseau avec ces 3 structures où en fait on partage nos nouvelles potentielles variétés. Chacun apporte ses potentielles nouvelles variétés, puis on fait des essais qu'on appelle multilocaux.
Donc on bouture toutes les variétés, on les met en essai sur plusieurs sites différents pour voir aussi l'effet de l'altitude et du terroir. Et on compare nos résultats. Et donc en fait, on laisse agir la sélection naturelle. Et en gros, les variétés qui résistent, après, seront mises en pré-développement. Et si ça marche bien, et si le rendement est là, et la qualité de l'huile essentielle est là, eh bien, elles pourront ensuite être diffusées aux producteurs. Mais ça, c'est des recherches vraiment de long terme parce que à chaque crible, il faut presque 3 à 5 ans pour laisser mourir les variétés qui ne sont pas les plus adaptées et garder celles qui sont les meilleures. Donc c'est vraiment très long. C'est pas comme des cultures annuelles où chaque année on a la réponse. Là, il nous faut 5 ans à chaque fois pour avoir la réponse. Mais c'est un axe très important qui est travaillé.